Votre programme vous est présenté par le nouveau driver Elite de Callaway. Salut tout le monde, c'est la fan zone d'Augusta, troisième jour, le jour du Moving Day. On va vous faire partager notre passion du premier majeur de l'année, le plus beau des majeurs. En ma compagnie, comme hier, le bretzel le plus croustillant du paquet, Sébastien Odo. Quelle introduction, c'est magnifique. Eh oui, t'es magique, Sébastien, tu vas nous faire part de toute ton expérience du premier majeur, donc du calendrier. Vous allez voir, pendant 2 heures, pendant même plus de 2 heures, on a un menu hyper chargé. J'espère que tu as bu de l'eau, j'espère que tu t'es hydraté, que tu es fin Je suis prêt. au sommet, j'attends notamment le quiz avec impatience. Ouais, tu vas remettre ton titre en jeu puisqu'on aura un autre invité tout à l'heure. Ce sera Rina Golf qui arrivera du Golf Park du Tremblay. Il est un petit peu en retard, forcément, il avait des leçons à donner. C'est samedi après-midi. Et donc, au menu, on va notamment découvrir Simon Vattier dans quelques instants. Restez bien avec nous. C'est l'un des très rares, voire même le seul jardinier français à avoir travaillé à Augusta National pendant le Masters. Vous allez voir, on va apprendre plein de trucs en sa compagnie, mais pas seulement. On va parler aussi beaucoup de Scotty Scheffler en compagnie de Guillaume Biojo qui nous a envoyé les grandes forces du golfeur texan qui est en course pour un doublé, peut-être pas inédit, mais quasiment. On aura également les duplex habituels. On a Jean-Philippe Rodenburger sur place, l'envoyé spécial de Journal du Golf TV. On ira du côté de Lyon et d'Eagle Spirit avec Nicolas, l'un des grands comiques français sur Instagram. Et donc, on parlera aussi beaucoup des goodies du Masters. C'est un peu la thématique de ce troisième jour de la fan zone. D'ailleurs, on le voit avec toi, Sébastien, ce fameux polo, le Pantone, la couleur exacte du Masters. C'est le chouchou, c'est le polo chouchou, ça. Ouais, j'en ai beaucoup des polos chouchous, mais celui-là, je l'aime bien. Ouais. Et donc, on va parler de tout ça et même encore de beaucoup d'autres choses et aussi quelque chose qu'il faut qu'on vous montre, qu'on vous remontre plutôt. Il est juste ici. Les covers, vous les voyez maintenant avec la caméra d'Hugo Ponce à la réalisation. On va vous montrer le tour bag d'Augusta, une série limitée qu'on vous fait gagner. Vous avez un QR code qui va s'afficher. Voilà, il est là en bas à droite de votre écran. Vous le flashez avec votre smartphone et vous allez pouvoir participer. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour tenter de gagner ce magnifique sac qui irait très bien dans ton salon, Sébastien. Ah bah, je crois il y a mon nom écrit dessus. Hein. Allez, c'est Sébastien, un petit point sur les scores très, très rapide. Hein. Les leaders ne sont pas encore partis. On a un leader en tête, c'est Justin Rose, Rory McIlroy en chasse, Scotty Scheffler pas trop loin. Les gros chats sont sortis, ça y est. Là. Oui, alors il va falloir attendre encore un petit peu pour voir les leaders s'élancer, mais il y a quelques belles cartes hein, déjà, et notamment pas mal d'anciens vainqueurs. Rahm qui s'est réveillé, Zach Johnson hein, qui joue bien dans ce troisième tour. C'est le Moving Day, on va peut-être voir des joueurs comme ça revenir de l'arrière et se replacer avant la dernière journée. Ouais, on en parlera également tout à l'heure en compagnie d'Axel Bétan, l'un des rares caddies français à avoir accadaillé à Augusta. C'était le Masters de 2016 aux côtés de Romain Langasque. Mais avant d'aller à Lyon, avant d'aller à Augusta, on va aller quand même à Lyon, puisque d'ailleurs, il est à Lyon. C'est Simon Vattier, l'ancien jardinier d'Augusta. Vous allez voir, il va nous faire partager son expérience. Je crois qu'il est là au bout du fil. Salut Simon. Oui, allô? Non, Super. On ne t'entend toujours pas. Si, Ah. on l'entend. Ah, alors, petit souci de retour. Est-ce que toi, tu entends, Sébastien? Je l'entends haut et fort. Eh bien, allez-y, vous pouvez parler entre vous. Je sais pas, je sais, Simon, que tu peux pas forcément beaucoup dire de la façon dont ça se passe en coulisses, mais peut-être ton sentiment quand on se retrouve à travailler comme ça sur un parcours que tu as forcément beaucoup vu à la télé, j'imagine, pendant des années avant d'y être. Qu'est-ce que ça fait? Tu devais te pincer régulièrement pour te dire tiens, il est vraiment devant moi, j'y suis vraiment. Et en plus d'être dans les cordes, ce qui est vraiment rarissime parce qu'à part jouer le parcours, on peut jamais être dans les cordes. Même les médias, nous, on n'accède jamais au lieu où toi tu as pu accéder. Bien sûr, non, mais en tant que joueur de golf, moi-même, en grandissant, c'était mon rêve toujours de jouer à Augusta.
Et jamais une fois dans ma vie, je me suis dit que j'allais avoir la chance de marcher ce parcours, marcher ces greens tous les jours. Et c'était vraiment un honneur de pouvoir travailler sur ce parcours et vraiment faire en sorte qu'il soit le mieux possible pour les joueurs. Et ce que je disais à des amis il n'y a pas longtemps, c'est sur chaque trou, on se souvient d'un coup de golf qui a été tapé par un professionnel ou voilà, qui est dans l'histoire du Masters maintenant. Et je pense que c'était vraiment une chance inouïe et il fallait se pincer, comme tu disais, tous les jours. Simon, c'est évidemment très particulier d'intégrer cette équipe de jardiniers. Je crois que vous êtes entre 50 et 60. Comment tu as fait en une phrase ou deux pour intégrer le Saint des Saints? Je pense que j'ai eu de la chance. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment dans ma carrière. Et puis aussi beaucoup de travail. Et ouais, c'est tout, c'est ça, en fait, de la chance et les bonnes connexions qui m'ont amené à pouvoir travailler à Augusta, tout simplement. Alors fais-nous rentrer un petit peu dans on va dire dans le hangar, enfin dans l'un des hangars qu'on ne voit, qu'on aperçoit même pas quand on se promène sur le parcours. C'est les meilleures machines, c'est les meilleurs hommes, les meilleurs greenkeepers, hommes et femmes. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans les hangars de l'entretien? Qu'est-ce qui change par rapport à un Bah, parcours bien classique? évidemment, c'est gigantesque, hein. Ils ont pas vraiment de budget quand ça vient sur les machines et le côté agronomique. Mais je dirais pas que c'est les meilleures machines. Ce sont les machines qui fonctionnent le mieux pour Augusta, justement. Pour entrer un peu dans les détails, par exemple, 90% des parcours du PGA Tour ont des contrats avec des marques de tondeuses, que ce soit Toro, John Deere, Jacobsen. Augusta, ils n'ont aucun contrat, bien évidemment. Et ils ont ce qui marche le mieux pour leur parcours, dans le sens où les fairways, les machines à fairway, ce sera des Toro. Les machines à green, les tondeuses à green, ce sera des Jacobsen. Et les tondeuses à approche, ce sera des John Deere. Ils ont ce qui marche pour eux et ils ont la recette parfaite, en fait, pour, en avril, proposer ce produit qui est phénoménal. Au niveau toujours au niveau des moyens, des moyens immenses, on se met en branle à quel moment pour le Masters? Ça commence des semaines et des semaines. C'est vraiment en amont du Masters. On s'y met pas au mois de mars, hein, on imagine, Simon. Non, je pense que la plus grande partie du travail se fait en septembre quand on sursème le parcours. Donc il faut savoir que l'herbe qu'on voit à la télé pendant le Masters, c'est une herbe de saison froide. Parce que à ce temps-là de l'année, en Géorgie, il fait assez frais pour cette herbe, pour qu'elle pousse et pour qu'elle puisse être au top de sa forme. En été, c'est pour ça qu'on est fermé pendant presque 6 mois, comme vous le disiez tout à l'heure. On est fermé, on a de l'herbe de saison chaude. Donc tous les mois de septembre, on vient scalper notre herbe, tout le parcours, et on sursème sur l'herbe de saison chaude une herbe de saison froide qui est le ryegrass. Et de là, justement, on la babysit tout l'hiver et au début du printemps pour arriver à ce produit justement en avril. C'est-à-dire, on Donc la pour moi, le plus scalpe, important, c'est-à-dire, on enlève carrément le gazon, on le roule. Qu'est-ce qui. On non, enlève pardon, tout. quand je dis on la scalpe, c'est qu'on vient la tondre très très ras pour ouvrir la canopie de l'herbe pour pouvoir ressemer et que l'herbe justement rentre entre le Bermuda grass qui est là en été et pour avoir justement ce parcours qui est en magnifique condition en avril. Le Bermuda, il est toujours là, mais il fait une sorte de matelas en dessous du ryegrass. C'est pour ça qu'il y a toujours des bons lies à Augusta. C'est pour ça que tout est toujours parfait, parce que justement, tous les ans, en septembre, on ressème, et l'herbe qu'on voit à la télé, elle a même pas 7 mois. Cette exigence au quotidien, Simon, comment tu la ressens? Tu la ressens dans les briefings? Tu la ressens dans la visite de la commission des sports, la commission du tournoi? Comment tu la ressens, cette exigence folle de l'Augusta National? Moi, je pense que c'est une super chose d'arriver là-bas. De toute façon, tous les greenkeepers sont mordus de golf et ils ont conscience de l'ampleur de leur travail. Ils ont conscience de où ils sont, ce qu'ils font et que tout ce qu'on va faire va vraiment faire le Masters, un bon Masters. Et l'exigence, jamais on nous la force, jamais on nous dit il faut être les meilleurs, il faut faire ci, il faut faire ça. Les greenkeepers, ils l'ont naturellement.
Parce que une des choses principales quand tu postules à Augusta, c'est être joueur de golf, aimer le golf et vraiment avoir une passion pour le sport qui nous rassemble tous au final. Sébastien? Oui, alors quand on parle d'Augusta, on parle forcément de perfection. Et là, cette perfection-là, tu le disais, elle commence par le parcours. L'autre jour, nos confrères de Friday Golf partageaient une story Instagram qui avait été faite lors des practice rounds. On voyait un replaquage du départ du 12. Bon, quelques secondes après que les travaux étaient finis, on ne pouvait même pas exactement dire où avait été fait le replaquage. Est-ce que, sans forcément, parce qu'effectivement, on sait que il y a plein de secrets, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola qui ne peuvent pas être divulgués, mais quel est, comment tu qualifierais justement ce degré d'exigence en pourcentage, c'est-à-dire genre à quel point c'est au-dessus de n'importe où ailleurs que tu aies pu voir dans ta carrière? C'est 100%, hein, de toute façon. Non, mais il y a pas de question, c'est 100% et tout ce qu'on fait, ça doit être parfait. Et c'est ça ce qui fait le master, c'est que c'est pas juste la semaine d'avril où on fait un effort un peu en extra, c'est toute l'année, tout ce qu'on fait, ça doit être parfait. C'est pour ça qu'on a une équipe de 60 gars et puis on s'aide les uns les autres. Et puis, ouais, cette exigence, ça doit être parfait et tout ce qui va mal, tout ce qui va à l'encontre de cette exigence, justement, va avoir un impact sur les masters. Simon, on revient sur ce côté secret d'Augusta. Vous devez garder un petit peu secret toutes vos recettes. Comment ça se passe? On sait que l'Augusta National aime garder son organisation, ses petits secrets. Alors, ça se passe dans le sens où quand tu arrives à Augusta, tu dois signer un NDA, ce qui veut dire tu n'as pas le droit de divulguer ou de poster des images en ligne qui n'ont pas été prises par des photographes professionnels d'Augusta. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses que tout le monde sait, par exemple l'ouragan qu'on a eu en septembre. Tout le monde sait qu'il y a eu un ouragan, mais personne ne sait les coulisses un peu de cet ouragan. Comment est-ce qu'on a fait pour voilà, nettoyer tous ces arbres qui sont tombés et puis ramener le parcours en bon état. Les gens parlent de tunnels sous la propriété, des choses comme ça qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses et je n'ai pas le droit de dire ça. Mais par contre, une fois qu'on quitte Augusta, donc moi j'ai quitté Augusta en mars, on doit attendre 5 ans avant de pouvoir poster des photos et vidéos qu'on avait prises pendant notre temps à Augusta. Ah, ça coupe un petit peu. Ce qui est le cas hallucinant, hein, Sébastien. Mais ça, au fond, on n'est pas Oui, surpris. mais ce qui est le cas, c'est le cas de tout le monde, hein. On n'a pas le droit de poster des images qui doivent rester secrètes, hein. Hier, on avait Romain Langasque avec nous, qui avait tourné quelques images dans le Crow's Nest. Il était évidemment, on lui a tout de suite expliqué que c'était très bien s'il les gardait pour regarder à Noël en famille, mais hors de question que ça sorte de la sphère privée. Pour ceux qui ont la chance de jouer le lundi au Masters, c'est bien, on peut poster éventuellement la carte de score et la photo avec le caddie, mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Quand on l'a joué, on a eu le droit de prendre quelques photos et de oui, les prendre partager. quelques photos, mais pas en partager trop non plus. Ouais. Hein, voilà, mais ça fait partie du charme de ce parcours. Et effectivement, bon, aujourd'hui, c'est devenu, il y a le compte Eureka qui survole le parcours régulièrement pour montrer. J'imagine que ça fait pas très plaisir à l'Augusta National Golf Club d'avoir ces photos des travaux en cours. Mais alors moi, je fais partie de ceux qui attendent ça. C'est Noël, hein, à chaque fois qu'il y a une mise à jour avec une petite photo où on voit un green en travaux, un nouveau green qui est construit. Moi, je suis comme un fou. Ça fait partie du charme d'Augusta. Donc voilà, le secret fait partie du mythe, hein, quelque part. Simon, pour revenir Bien sûr. sur le parcours en lui-même et comment vous le réglez, quel est le setup, à quelle vitesse ça roule. Est-ce que tu peux comparer, par exemple, là, on sait que tu viens de jouer un Grand Prix du côté de Lyon-Salvagny, je crois. Est-ce que tu peux comparer la vitesse de roule des greens, par exemple, et ensuite la hauteur de tonte des fairways? Alors, ça va vous paraître marrant, mais moi, on m'a jamais dit la vitesse des greens et la hauteur de tonte. Parce que c'est quelque chose qui garde secret
c'est seulement le superintendant, le mécanique qui savent la vitesse des greens et la hauteur de tonte. Cependant, en tant que golfeur, et ça fait voilà, plus de 5 ans que je suis dans le métier, j'ai une idée un peu de la vitesse des greens et moi je dirais qu'ils sont aux alentours de, et là on part pendant le Masters, de 4 mètres 30, 4 mètres 40. Ce qui est énorme vu les pentes sur les greens. Ce qui est énorme vu les pentes sur les greens, on pourrait les pousser beaucoup plus loin, mais ça serait injouable et la balle ne tiendrait simplement pas du tout sur le green. Pour ce qui est de l'auteur de tonte, on doit être aux alentours de allez, 2, un peu en dessous de 3 mm, je dirais, mais encore une fois, c'est pas, je suis pas à 100% sûr, quoi. Ouais, Encore une fois, c'est mon expérience qui on va me pas dit te que mettre dans des voilà, on est situations dans ce dos-là. délicates vis-à-vis de l'Augusta National qui écoute qui écoute tout. Qui sait tout. Ouais. Tu Je peux parle pas français de toute façon. Ouais. Simon, est-ce que tu peux continuer de rentrer dans les détails? On sait plein de choses, enfin on croit savoir plein de choses. Par exemple, les bunkers, on croit que c'est du feldspath, c'est un minerai assez, Qui vient de Caroline du Nord. ouais, voilà, qui est un sable qui vient de C'est la ça. Caroline du Nord, par exemple. Des petits détails sur le sable qui est blanc immaculé. C'est pas que le gazon, hein, Augusta. Bah, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter de ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Et il nous vient de Caroline du Nord et tout ce qu'on fait avec ce sable, on en a une quantité massive. Et puis, on vient justement en remettre par-dessus et en enlever la semaine avant le Masters du sable tout nouveau qui est blanc de blanc pour faire voilà, ce visuel, et ce look un peu blanc heaven, quoi. Blanc paradis. Ouais, l'autre élément de décor, c'est aussi les aiguilles de pain. On en a parlé hier. Vous les numérotez, vous les comptez, vous les remettez une par une le soir. Comment ça se passe? Comment c'est possible qu'il n'y en ait jamais une qui dépasse? Ça ne On dépasse comprend jamais. pas. On comprend pas. Moi, j'en ai dans mon jardin, j'y arrive pas. Alors ça, c'est même pas nous, en fait. C'est même pas les greenkeepers, c'est l'équipe d'horticulture. Il faut savoir qu'à Augusta, il y a 55 greenkeepers et une équipe de 100 personnes qui font juste les fleurs et juste les épines de pin. Donc Wow. c'est un budget énorme. Et 2 fois par an, ils viennent et ils contractent une compagnie de 50 personnes avec des milliers et milliers de bottes de pines de pin. Et ils arrivent à la main. Ils balancent comme ça à la main dans tous les beds. Et puis ça prend 2 semaines à faire. Et ensuite, on les arrose pour que ça repose bien. Et puis l'équipe d'horticulture arrive avec des râteaux. Et puis voilà, ils font comme un bunker. Ils les font bien plat, nickel, clean et prêt pour le Masters. Parlons des roughs, un peu quelque chose qui Il n'existe n'y a pas de quasiment pas. rough, il n'y a pas de rough, Oui, alors, c'est le second cut. Est-ce un mot? Vous allez finir en déjà, prison, c'est un mot Benjamin. quasiment banni, comme tu le dis très bien, Sébastien. Il n'y a quasiment pas de rough à Augusta, donc c'est bien, c'est du travail en moins. C'est du travail en moins, mais il y a une raison derrière. Pourquoi pas de rough, justement? Et ça, c'est le chairman Fred Ridley qui a décidé de faire ça. Il a repoussé les fairways, il a élargi les fairways et fait moins de rough pour que la balle, justement, roule dans les épines de pin plus facilement. Tout simplement. Tout simplement. Donc son but, c'est de faire le parcours plus rapide pour que les drives, voilà, qui sont un petit peu égarés, finissent plus facilement dans la forêt. Et c'est là qu'on voit des coups spectaculaires et c'est comme ça qu'on écrit l'histoire au final. Ouais. On se souvient que des coups. Moi, je pense à Phil Mickelson, notre numéro 13. Voilà, s'il y avait des roughs, s'il y avait un rough, peut-être qu'il ne serait pas dans les épines de pin, quoi. C'est Sébastien, tu as une question? Non, je peux qu'acquiescer. Pour moi, c'est le côté magique. On a souvent eu comme clé de préparation de faire des roughs toujours plus épais. Alors, on en est un peu revenu. Je parlais de Pinehurst qui est revenu sur le numéro 2 à quelque chose de plus rustique, on va dire. Mais Augusta a toujours eu cette philosophie, même s'il y a eu des époques où il y a eu un peu plus de rough dans la période Tiger Proofing. Mais voilà, pour moi, c'est la magie. On parlait de Mickelson, on pense à Bubba. On a vu Rory hier qui nous sort un coup magique qui est un peu raté, mais qui finit au drapeau également 13, sur le 13. Pour un eagle. Voilà, c'est ce que... Pour moi, en fait, c'est ce que j'adore. C'est qu'on a une préparation du parcours où tout est fait pour tester les joueurs, mais aussi offrir du spectacle. On s'embête quand même rarement un dimanche à Augusta, et sur quasiment tous les trous, on peut faire double bogey ou birdie. Et il n'y a pas beaucoup de parcours qui permettent cela au monde.
Simon, Bien sûr. Et ouais, pour ajouter, vas-y. excusez-moi, le, le but principal, c'est tu n'auras jamais un mauvais lie à Augusta. Ils ne veulent pas que le Masters se décide sur un coup de malchance. Et puis que ce soit sur le fairway, dans un bunker, dans le second cut, ou bien dans les pine straw, dans les épines de pin, il n'y aura jamais un mauvais lie. Donc toujours cette exigence, Simon. On pourrait rester des heures à parler du parcours. Est-ce que tu peux nous faire revivre une scène ou est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas, pour toi, d'être sur une tondeuse au petit matin sur le parcours avec le soleil qui se lève et absolument personne sur Augusta. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de scène? Est-ce que tu peux nous les faire vivre, cette solitude priceless, on va dire, sur le plus haut parcours au monde? Bah, c'est simple, tous les matins. Tous les matins parce que j'ai eu la chance, et là je vais rentrer un peu dans les détails, à Augusta, ils choisissent 9 greenkeepers qui sont en charge de 2 trous chacun. Et moi j'ai eu la chance d'être en charge du trou numéro 11 et trou numéro 12 pendant une année entière. Donc tous les matins, et quand je dis tous les matins, c'est tous les matins, je tondais le green du 12 au petit matin, le par 3 le plus connu du monde, 100 personnes autour de moi, même pas de musique, rien, juste moi et le trou numéro 12 à Augusta. Et c'était incroyable. Et je pourrais même pas mettre de mots sur la chance que j'avais de pouvoir faire ça. Et je me souviens, mon dernier jour de travail, j'ai tondu le 12 encore une fois, pour une dernière fois. Et j'avais la larme à l'œil. J'ai pas pleuré, mais j'avais la larme à l'œil. Je me suis dit, voilà, c'est fini. C'est fini, Simon. On se rappellera, Simon, parce que je pense que tu as encore beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. On pourrait Bien faire sûr. toute l'émission avec toi. Pour finir, où est-ce que tu travailles maintenant? Parce qu'on se doute que ton CV, il est en béton armé, là, maintenant. C'est sûr qu'il est pas mal. Pour l'instant, je suis rentré en France parce que mon visa étudiant s'est terminé le mois dernier. Et j'ai postulé pour un nouveau visa, un visa de travail pour retourner aux États-Unis, mais à Philadelphie cette fois. Et là, pour l'instant, je travaille avec la société Intograss, qui propose des services de drainage et des services d'injection de sable, de vente d'engrais. Et c'est mon grand frère, justement, qui a cette compagnie. Oui, Et puis, on bosse Nathan ensemble Vattier. en tant que frères. Nathan Vattier, voilà. Et puis, ça se passe très bien. Donc, en attente d'un retour du gouvernement américain, je travaille ici dans la région lyonnaise. Hmm. Donc, s'il y a des directeurs de golf français qui nous regardent, qui nous écoutent, foncez. Simon Vattier est encore là. Vous pouvez encore Avant qu'il finisse le à Pine kidnapper. Valley. Voilà, avant qu'il aille proposer ses services ailleurs. Simon, merci beaucoup. C'est ça. C'était passionnant et crois-moi qu'on va se rappeler très très vite pour Journal du Golf TV, Journal du Golf tout court. Ouais, merci, hein, c'était un Eh régal. ben, merci de m'avoir, messieurs. C'était un plaisir. Et on te souhaite un très bon Masters. Merci, vous aussi. Au revoir. Sébastien, là, on pouvait, autant quand qu'on a la chance tous les deux d'aller plusieurs fois à Augusta et qu'on ne veut pas quitter les lieux le dimanche soir, on imagine ce qu'il a vécu, Simon, sa dernière journée de travail. Ouais, et puis moi j'imagine ce que ça peut être, parce que c'est évidemment une question qu'on se pose. Nous, on voit le parcours uniquement dans les conditions tournoi, avec tout ce qui se passe lors du tournoi. Mais voilà, qu'est-ce que ça doit être, je sais pas, en décembre, là, un 1er décembre, vous êtes comme ça en train de vous occuper de ce parcours à des mois du tournoi. On avait déjà vu, parce qu'il l'a très bien expliqué, Simon, quand on l'avait joué en novembre, le parcours avait quand même une esthétique et ça jouait très différemment. C'est aussi pour ça que Dustin Johnson, Il d'ailleurs, était plus souple, sol plus souple. a battu le record sur 4 tours, parce qu'effectivement, les conditions étaient beaucoup plus soft. Mais voilà, moi je trouve ça absolument fabuleux, et c'est vrai qu'on a souvent du mal à séparer le mythe, les légendes de ce qui est vraiment réel, hein. On a parlé d'arbres dans des forêts, hein, qui étaient dédiés à Augusta, prêts à être remplacés, des arbres de 30 mètres. Alors on a vu que quand même, quand des grands arbres tombent, ils sont quand même pas forcément les très très grands remplacés tout de suite. Mais on a vu aussi des arbres un peu moins grands être remplacés quand même assez rapidement, voire apparaître assez vite d'une année sur l'autre. Les fameux tunnels, bon, quand on est dans les médias... Augusta, plein de légendes. Aussi les oiseaux qu'on n'entendrait pas chanter pendant
pendant le tournoi. Les glaçons sur les fleurs, hein, pour les empêcher de fleurir trop tôt avant la semaine du tournoi. Alors on disait qu'effectivement, il y avait des gens qui venaient avec des glaçons, hein, sur tous les boutons de fleurs pour retarder la floraison, pour que la floraison soit optimale pendant la semaine du Masters. Enfin voilà, il y a tout un tas de légendes dont je pense quand même pas mal sont vraies, en fait, parce qu'on pousse tellement loin la perfection que je serais pas étonné que quelques-unes d'entre elles soient vraies, mais il y a aussi, je pense, des choses qui sont complètement inventées, mais ça fait partie aussi de l'histoire d'Augusta. Les histoires d'Augusta, il y en a encore beaucoup. On va en parler dans toute cette émission également demain dans la fan zone, mais on va vous donner également la parole avec les fameux micro-trottoirs de Quentin Hatton qui allait vous voir du côté du golf de Paris-Longchamp. On lance le micro-trottoir de Quentin. Je pense que c'est le tournoi le plus attendu de l'année. Il n'y a pas de surprise, c'est tout le temps le même parcours toutes les années. Et c'est le tournoi le plus sympa à regarder de l'année avec The Open. L'histoire du golf. C'est le tournoi le plus connu, celui dont quand on commence le golf, tout le monde parle du Masters. Le Masters d'Augusta, pour moi, c'est le top du top du tournoi, sur 4 jours, donc intense et bonne ambiance, je pense. Le Masters, pour moi, ça fait partie des grands tournois et si le gars qui le gagne fait partie des meilleurs joueurs du monde. Gagner à Augusta, les greens sont très difficiles à jouer. Ouais. Et donc c'est un parcours mythique. Voilà. C'est un des plus beaux tournois du Grand Chelem avec le British Open. En fait, c'est vraiment un tournoi exclusif, le Masters à Augusta. Et le parcours est toujours dans un état exceptionnel. Il y a toujours un suspense super, puisque le parcours est super compliqué, super exigeant. Donc c'est vraiment un tournoi vraiment sympa à regarder. Ça évoque la compétition américaine la plus prestigieuse et la plus belle, qui a l'air d'un vrai parcours de golf et pas comme les autres parcours du PGA, des espèces de courses d'obstacles le plus longues possible. C'est un vrai parcours de golf. Voilà, je ne suis pas féru spécialement de ce parcours, de cette compétition. Mais bon, elle est mythique évidemment avec ce trophée final de veste verte. Ça fait rêver les golfeurs du monde entier. Enfin, c'est un must. Oui, bien sûr, c'est la crème de la golf. Ce qu'on adore en fait par rapport en fait à Augusta, c'est l'histoire en fait que ça devient en fait référence de tous les autres tournois de golf. C'est pour cette raison que vraiment j'adore. Et finalement, la personne qui va se mettre cette veste verte, ça va être vraiment quasiment le prophète du golf pendant l'année qui. Voilà, merci pour vos témoignages. On le sent, Augusta, le Masters représente beaucoup pour vous, tout autant que nous. Sébastien, on n'a pas parlé d'un petit détail, d'un gros paquet, d'un gros cadeau. Il est juste ici. C'est un sac commémoratif du premier majeur de la saison qui est offert par Callaway et que vous pouvez gagner. Vous avez le QR code qui s'affiche sur le bas de l'écran. Vous n'avez plus qu'à le prendre en photo, prendre en photo avec votre smartphone. Vous êtes déjà quelques milliers à avoir participé, n'hésitez pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce samedi, c'est une spéciale goodies. On va en parler plus tard dans l'émission. Et d'ailleurs, Sébastien, tu as mis l'un de tes plus beaux polos. Il est magnifique, celui-là, avec le logo de l'Augusta National. J'ai une grande collection de polos, mais de à peu près tout ce qui est vendu à Augusta dans le merchandising. J'y ai laissé beaucoup d'argent. Pas autant que JP, mais pas mal quand même. Ne nous spoil pas, hein. JP va vous faire sa petite sélection shopping. Il va vous montrer ce qu'il a acheté depuis 3-4 jours, ce petit Vénard. Ça sera plus tard dans l'émission. Et là, on va rester avec vous autres téléspectateurs, golfeurs, amateurs et passionnés du Masters. Et on va joindre un petit peu plus tard dans l'émission donc Eagle Spirit, le practice indoor. Hugo, tu me diras quand est-ce qu'on les aura. Mais en attendant, on va pouvoir continuer de parler ensemble, hein, Sébastien. Toute la nuit, si vous voulez. Partager notre passion
du Masters. On le rappelle, Sébastien, tu as fait quelques années à Canal+, et c'est là que tu as découvert Augusta. C'était en quelle année déjà? 2006, ma première Augusta, l'année où Mickelson remporte sa deuxième veste verte. Couples était bien placé cette année-là. J'avais suivi pas mal Tiger qui jouait avec... j'ai oublié le nom de ce joueur sud-africain magique avec ses coups d'hybride, mais ça va me revenir, qui était à l'époque Tim Clark, voilà. Fabuleux joueur, qui avait un peu dégoûté Tiger Woods d'ailleurs dans ce dernier tour. Voilà. Puis après, j'y suis retourné tous les ans de 2009 à 2016, et puis une dernière édition en 2019 en bonus. La meilleure, enfin celle qu'il fallait pas rater. Effectivement, mais pour le coup, j'étais venu qu'en début de semaine pour réaliser des interviews pour un documentaire, donc j'étais pas resté jusqu'à la fin, mais effectivement, j'avais eu cette scène que j'avais racontée déjà, où le jour où Tiger arrive, où il arrive sur la propriété pour son premier practice round, le dimanche avant l'épreuve, donc il est 6h du soir, il vient exprès soit très tôt, soit très tard, Tiger Woods, pour être le minimum gêné et surtout croiser personne. Et évidemment, il tombe sur nous avec une grosse caméra, assis sous les fameux parasols derrière le clubhouse, et il nous voit. Et bon, on n'était pas venu pour faire ça. Je me souviens de mon camarade qui dit « Vas-y, on se le tente, Tiger Woods ?» Je dis « Non, si tu lèves la caméra, on est mort. » Et bon, on n'a pas bougé. Il nous a regardés. Et c'était un peu un moment suspendu. Il s'est vite détendu en voyant qu'on n'allait pas venir l'embêter. Et puis, il est parti faire ses premiers 18 trous de reco. Et quelques jours plus tard, il enfilait une nouvelle veste verte. C'était un petit moment très court, mais marquant. Avoir Tiger Woods en one-to-one, c'était comme toi qui es spécialiste aussi de la NBA. C'est comme avoir Jordan, c'est réservé à des happy few, et ça n'arrive éventuellement une fois en carrière. Ouais, et encore, pour le coup, j'ai pas à me plaindre, parce que au Masters, il y a quand même une zone où les ayants droit, donc les diffuseurs internationaux, peuvent accéder à tous les joueurs, y compris Tiger Woods. Et à l'époque, je me souviens que c'était vraiment le seul tournoi où on pouvait interviewer Tiger Woods devant, je me souviens avoir fait attendre nos amis de Gold Channel USA pendant qu'on faisait des interviews de Tiger Woods. Alors en général, Tiger, vous pouvez lui poser une seule question et pas beaucoup plus, mais voilà, ça m'est arrivé. J'ai eu le loisir de poser mes questions à Tiger Woods. Je me souviens surtout de Mark Stenberg, son agent, qui en général n'était pas très loin à côté, et qui, quand il avait dit 3 questions, si quelqu'un osait poser une 4e question, ça se passait pas bien pour lui. Voilà, et je sais que voilà, ces dernières années, Tiger s'est un peu adouci, notamment dans ses relations avec les médias, parce que c'est vrai que c'était un petit peu, je pense que tu l'as vécu aussi, c'était des moments où quand Tiger arrivait, alors c'était aussi le seul joueur qui répondait. On va dire. Tiger était aussi le seul à venir toujours en conférence de presse, même après les mauvaises journées, et c'était le seul joueur à qui on demandait sans doute cela. Mais voilà, je me souviens, moi, par exemple, avoir failli l'assommer avec un micro au British Open, parce qu'on m'avait poussé, vous savez, les gens se ruent, tous les journalistes se ruent quand Tiger arrive, et moi j'étais au premier rang avec mon micro, et au moment où il se pose devant moi, on me pousse, et vraiment je manque de lui faire avaler le micro, et donc bon, il m'a regardé, il m'a envoyé un regard laser. Ouais, il y a laissé une dent comme ça une fois. C'était allé voir Lindsey Vonn. Alors, c'était pas moi, mais cela dit, même si Tiger était impressionnant, il était quand même moins impressionnant que Steve Williams. On était tous les deux à l'US Open en 2008. Moi, j'ai eu le loisir de me faire virer du départ derrière par Steve Williams lors du 3e tour, devant 15 000 personnes autour, et c'est un des moments les plus honteux de toute ma vie, je pense. Allez, Sébastien, merci pour ces anecdotes. On s'y croirait, évidemment. Et on va filer du côté de Lyon et d'Eagle Spirit, un endroit qu'on avait visité l'an dernier pendant la fan zone. Et on retrouve Nicolas, golfeur amateur, un visage que vous connaissez bien si vous le suivez sur Instagram. Il est hilarant, il est très sympathique, c'est un super golfeur, et on va partager un peu notre passion du Masters avec lui. Salut Nicolas. Salut Ben, ça va? Bon Nicolas, tu es où là? Là on sent que tu es dans la... Là, regarde, là je suis chez Eagle Spirit, du coup c'est un indoor à côté de Lyon. Ils sont en train de tout finir d'installer. Vous êtes juste derrière, là derrière moi, sur un des Génial. écrans. Là-bas derrière, il y a le Master. Et là, ils ont le plus grand écran simulateur. Je ne sais pas si on se rend compte de la taille. J'ai l'impression d'être chez TGL tellement c'est grand. Oui, on te sent Bon, tout petit là. Vraiment, à côté, je suis vraiment tout petit.
Et donc, Mais ces voilà, du coup, ils sont en train de soirées, préparer la ouais. soirée. C'est quoi le programme cette semaine chez Eagle Spirit? On va faire, Alors, vous nous faites vivre le Masters tous les soirs. On peut venir boire des coups, taper des balles pendant la retransmission. Qu'est-ce qui se passe du côté de Lyon là? ben exactement, ils diffusent toute la semaine le Master. Et en même temps, ils font des match play entre pros. Et en même temps, pour les amateurs qui peuvent venir taper des balles, ils peuvent, voilà, toute la soirée, avec une bonne ambiance. Il y a un bar aussi, effectivement, qui est pas mal. Dans la pièce d'à côté, un peu plus calme, si vous voulez vous reposer un peu après avoir regardé deux, trois shots sur un parcours qui a pas l'air. Là, j'essaie de regarder en même temps un peu le Master, ça a l'air de. Ah ouais, reste avec Je sais nous. pas si ça score. On fera des points scores de toute façon régulièrement pendant l'émission. Et donc, Nicolas, tu nous as fait mourir de rire une fois encore sur ton compte Instagram avec cette fameuse story que vous pouvez retrouver donc, sur le compte Instagram de Nicolas sur les petits soucis de Rory McIlroy sur le trou 15 et 17 avec donc on essaiera de retrouver les images, mais vous les retrouverez facilement sur ce compte Insta. Donc cette fameuse fleur au fusil quand on part, tous les golfeurs au monde, quand on part sur le parcours plein d'espoir, et puis on revient complètement prostré, et tu l'as parfaitement décrit, Nicolas. Bah, si tu veux, pour tout te dire, je me suis endormi, malheureusement, à un moment devant le Master, mais endormi en me disant Rory est moins 4, j'étais content. Et puis d'un seul coup, je me suis réveillé pile au 15 et j'ai vu sa balle aller dans l'eau pile au moment où je me suis réveillé. Et j'en revenais pas, je me suis dit c'est pas possible. Et c'est vrai que le matin, quand j'ai vu le score dans le par après un tour, je me suis dit c'est pas possible. La malédiction continue. Et finalement, hier, il nous a quand même bien fait plaisir, Rory. Ouais, Pour ceux qui sont fans de lui, en tout cas. Ouais, il est de retour au leaderboard, notamment avec cette Eagle au 13 dont on a déjà parlé. Tu fais partie de la Rory's Army, Nicolas. Tu es un fan de Rory McIlroy? Plutôt fan de Rory McIlroy. Bah, c'est vrai que tu vois, moi j'ai commencé le golf il y a 6 ans maintenant, juste après la victoire de Tiger en 2019. Donc j'ai pas été de tu vois, cette génération Tiger Woods, etc. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'espère que Rory va gagner parce que bah, du coup, pareil, j'ai pas connu non plus cette ère Rory qui gagne ses 4 majeurs, qui est ultra dominant. Donc vraiment, j'attends ça avec impatience et si ça peut être avec le Master, ce serait magnifique. Ça représente quoi le Masters pour toi, Nicolas? Tu es un bon joueur amateur, je crois que tu es moins de 5 d'index. D'ailleurs, tu as joué un Grand Prix, le même que l'ancien greenkeeper Bah, du Masters, d'ailleurs, que Simon Vattier. mais, Vous êtes peut-être croisés tous les deux mais, du côté Salvagny. on se connaît bien avec Simon, on est dans la même équipe, on est tous les deux au clou avec son frère Nathan. Donc effectivement, on s'est vu, il jouait dans la partie devant moi, Ouais. mais il a mieux joué que moi aujourd'hui. Le clou, c'est un parcours qui rend complètement marteau, quoi, hein, je crois. Exactement, bonne blague. Jean Bloguin, humoriste. Sébastien, une petite question pour Nicolas là. Oui. Pourquoi depuis 3 jours, là, on essaie de décrire, ce qui est toujours un peu difficile de décrire et de mettre des mots sur pourquoi le Masters nous procure autant d'émotions, pourquoi c'est si particulier. Alors, on a essayé de dire, c'est parce que c'est le seul majeur toujours au même endroit, mais comment toi, tu décrirais ce côté, pourquoi c'est si unique et pourquoi ça nous touche tous autant les golfeurs qui regardent qu'un tournoi dans l'année, c'est celui-là en général. Je pense que déjà, parce que c'est le premier de l'année, tu as vraiment ce premier majeur qui vraiment débute la saison. Et effectivement, ça a déjà été dit, le fait que ça soit toujours sur le même parcours. Et puis aussi le fait que ce soit un parcours inaccessible pour la plupart d'entre nous. Je sais que certains ici l'ont joué, mais nous, voilà, on se dit c'est le seul majeur, le seul parcours de majeur qu'on ne peut pas jouer. Donc en plus, ça fait, je pense, ça crée un lien un peu fou de se dire peut-être un jour dans nos rêves on le jouera. Et puis effectivement, le fait que ce soit toujours les mêmes trous, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on voit, on est au départ du 1, on voit on sait en fait comment les gens, comment les joueurs vont le jouer. Et pareil, le 12, on s'attend, enfin, qu'il y a une dramaturgie avec Amen Corner, et puis c'est tellement des beaux champions. Enfin, j'ai pas souvenir enfin, il y a quelques-uns, mais à chaque fois, en fait, le vainqueur du Master, on se dit vraiment, c'est tellement une belle victoire, c'est tellement dur, hein, tellement un test
On se dit, il y a tellement d'enjeux, c'est de la folie en fait. À chaque fois, on se dit vraiment, celui qui gagne le Master, on se dit c'est quelque chose qui est au-dessus de tout, de tous les autres majeurs, même si ça n'enlève rien, je pense, de gagner un US Open, un PGA ou un Open, mais le Master, je trouve, c'est vraiment le majeur que tout le monde, je pense, rêve tout bêtement, quand on est sur le putting green et à s'entraîner, et qu'on s'entraîne à taper des potes d'1 mètre, on dit toujours c'est pour gagner le Master, on dit pas c'est pour gagner The Open, quoi. Bon, je pense qu'on l'a tous fait, ce putt-là, Sébastien. Ce fameux putt pour gagner Masters sur le dernier green avec le soleil couchant. Bah oui, tout à fait. Alors en général, on les fait sur des grilles moins rapides et moins pentues, mais effectivement, on s'est tous pris au jeu. Ouais. Thomas, c'est quoi le programme pour toi là? Donc tu l'as dit, on va taper quelques balles, boire quelques coups. Et il a dit c'est regarder des shots et après aller prendre des shots. Boire des shots. Exactement, ça, je pense que ça va être un peu le principe de la soirée. Attends, je peux te montrer en même temps parce que derrière. Tu me diras si la RTT est posée pour lundi. Je sais pas si tu vois derrière, tu as Sébastien Landon qui est le frère de Jérémy, qui a gagné sur le Corn Ferry la semaine dernière. Et qui est en train de taper des balles aussi derrière. Oui, ça déroule, oui. Ouais, il tape pas trop mal. Donc je pense que ça va être un peu ça le programme. Ça va être taper des balles avec le Master en fond et vous aussi de l'autre côté. Ouais, c'est génial, c'est génial. Merci à vous tous. Tu as l'air de très bonne humeur. Ça s'est bien passé ton Grand Prix ce matin? Qu'est-ce que ça a donné? Pas du tout. Je pense que j'ai putté comme si j'avais été sur les greens d'Augusta. J'ai fait catastrophique sur le putting. Donc, mais tu vois, c'est pour ça. Je me dis, je vais pouvoir me détendre ce soir et me reposer un peu. Ça va faire du bien. Voilà. Donc, en tout cas, on vous encourage à aller voir le compte Instagram, ton compte Instagram qui s'appelle Rodino exactement. C'est Nicolas Golfeur Amateur. Voilà, vous retrouverez facilement cette fameuse story qui est à raconter comme ça. C'est pas tordant, mais tout tu racontes très bien. Voilà, non, mais tout est sur l'attitude, tout est sur le faciès de Nicolas. C'est vraiment très très drôle et on espère que tu vas continuer à capter cette attention. Tu es l'un des rares Français sur les comptes sur YouTube, sur Insta, à essayer de jouer sur l'humour et on t'encourage à continuer. Ah, merci. Voilà, impeccable. On se retrouve très vite, Nicolas. Et nous, on continue un petit peu l'émission. Sébastien, les leaders sont pas encore partis. Et non, il se non, passe des choses. Alors, oui, par rapport à ce que je vous ai dit, là, si on regarde un peu les meilleurs scores des joueurs qui se sont déjà élancés, on a l'impression qu'on ne fait que citer des anciens vainqueurs. Hein. Zach Johnson, qui est -3 pour la journée, qui est revenu 1 sous le par total. On a Cantlay qui joue bien aujourd'hui, -3 pour la journée également. Et donc, voilà, hein, les leaders qui, eux, vont encore... il va falloir attendre encore quasiment 2 heures avant de voir les leaders s'élancer. Mais comme ça, c'est parfait. Vous avez un peu de temps à passer en notre compagnie pour cette fan zone d'Augusta. Je regarde s'il y a quelques scores qui ont été... Alors, parmi les joueurs qui ont passé le cut de justesse, on ne peut pas dire que ça a été un feu d'artifice. Hein. On voit quand même beaucoup de joueurs qui ont rejoué au-dessus du par aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est logique. Et voilà. Pour l'instant, personne dans ce Moving Day, en tout cas dans les premiers joueurs qui se sont élancés, pas de très gros score pour le moment. Alors, on fera régulièrement des points sur l'avancée du tournoi au fur et à mesure que les leaders vont démarrer. On va vous redonner la parole avec un nouveau cours micro-trottoir, un instantané de practice en direct, enfin depuis le golf de Longchamp. C'est le micro-trottoir de Quentin. Plutôt les greens qui sont très exigeants. Je dirais au parcours. Et puis après, je dirais un peu le côté un peu traditionnel quand il y a la remise de la veste. La veste est le lieu. Ouais. Quand on voit les vidéos où ils arrivent dans l'allée avec tous les arbres, c'est quand même magnifique. Vraiment, ce parcours, il est vraiment incroyable, quoi. Rien que, en fait, je crois que c'est le trou numéro en fait, 13 qui est en fait juste fantastique. C'est le rêve en fait d'un jour y jouer, quoi.
Le parcours. Le parcours? Le parcours, la beauté du parcours. Moi j'aime le trou numéro 12, oui, avec l'eau. Si c'est bien celui-là, je crois que c'est le 12, avec de l'eau au Strassdamen Corner. Non, à chaque fois, je pense au fait que c'est un homme qui a créé ça à l'époque, Bobby Jones, qui est vraiment une icône du golf mondial du siècle dernier. Et c'est vraiment incroyable que ce gars a réussi à faire ce tournoi, ce golf. C'est absolument magnifique. Bah, je pense que ça me ramène comme, bon, je suis quand même débutant dans ce sport. Augusta, ça me fait penser à un film que j'ai adoré. Je crois que c'est dans La légende de Bagger Vance avec Will Smith. Et je crois que c'était l'époque, c'était le pré-Augusta avec un grand champion américain, Bobby Jones, que j'ai découvert dans ce film. Et c'est comme ça que j'ai appris que en fait, le parcours avait été créé par lui quand il a arrêté sa carrière d'amateur, je crois, pour être avocat. Voilà, merci à Quentin Hatton et ses micro-trottoirs qu'on retrouvera également demain dans la fan zone numéro 4. Ce sera en compagnie d'Arnaud Thious et tu seras toujours là, Sébastien Audou. Moi, je bouge pas, je dors ici, Ouais. je ne quitte pas cette pièce. Et bienvenue à Rina. Donc, un nouvel invité est arrivé. les gars. Enfin, Rina, ouais, en même temps, tu travailles, tu enseignes. Je bosse, oui. Au golf Parc j'ai du foncé Tremblay. direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et aux Padawan et aux Jedi du golf. Bon, tu tombes bien, tu tombes à point nommé, Rina, parce que tu arrives pile pour le moment du quiz. Je suis foutu. C'est l'un des meilleurs moments de la fan zone. Les buzzers sont sortis, donc on va Vérifie si ça tester. marche. Ouais. Ça marche du côté de chez toi, Rina? C'est Ça super. marche. Donc le quiz, c'est parti. Rina, évidemment, on va tester tes connaissances sur Augusta. Ok. Autant te dire que tu as la Bible en face de toi. Je sais. Et on a, je sais même pas combien de questions on a. 1, 2, 3, 4, 5 questions. Allez, au moins un point, je serais heureux. Un point, c'est le score qu'a fait Rémi Bedu, le coach de Montgriffon hier. Big Là, up donc. à Rémi, bien joué, Rémi. Tu peux pas être pire qu'Arnaud Thious, c'est l'avantage. Oh, la pression monte. Allez, on va commencer avec la première question au dîner des champions, qui réunit donc tous les vainqueurs vivants, évidemment. Évidemment. Oui, merci de le préciser. C'est le mardi soir d'ailleurs à Augusta. Un seul invité est toléré, hormis les anciens vainqueurs. Qui est-il? Rina? Allez, le Sherman, mais bon, normalement, il va être là. Un point pour Rina, qui Bravo, ne sera le pas Fanny. miracle. Un point pour coach Rina, donc c'est en l'occurrence Fred Ridley, le chairman, donc le président d'Augusta National. Un homme charmant, Sébastien. Si vous avez vu l'accolade entre Fred Ridley et Bernard Langer hier, je pense que c'était l'accolade la plus malaisante de l'histoire des accolades. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre vraiment Bernard Langer dans ses bras et là, il faut voir l'image. On sentait que c'était pas tout à fait très naturel. C'est-à-dire que Bernard Langer, que vous retrouvez dans Journal du Golf, son interview, puisque c'était son dernier putt au Masters hier soir. D'ailleurs, il a failli passer le cut. Ça s'est joué à un putt, le champion allemand. C'est pas évidemment le joueur le plus expansif de la Terre. Non, mais là, pour le coup, je pense qu'il était quand même assez ému, mais on voit que Fred Ridley, c'était pas non plus totalement naturel, comme ça, de venir prendre un joueur dans ses bras sur le trou numéro 18. On lui donnera des cours de hug, mais on est bon là-dessus. Un point pour Rina. Sébastien, on attend une réaction de ta part. Alors, sur le parcours de l'Augusta National, il y a 3 ponts. Est-ce que vous pouvez les nommer, si possible, avec le trou? Pouah, Où on c'est les foutu trouve. d'avance. Sébastien. Alors, il y a le Hogan Bridge, c'est celui qui est devant le 12. Oui. Il y a c'est pas le Hagen Bridge? Non. Il y a celui du 15, dont j'oublie le nom. Oui. Et le dernier, je vois pas où il est. Le dernier. Il est par-dessus une rivière, un indice. Rice Creek. Et donc on a bien le Hogan Bridge au 12, le Byron Nelson Bridge au 13 et au 15, un grand champion qui a gagné le Masters dans les années 30 grâce à un albatros. Mais oui, je connais que lui. En plus, je savais que c'était le